Bonjour à tous. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très Oui, bien, très Annelise. C'est bien. bon. Très bien. Eh ben, très bien. Alors, du coup, je vais vous parler d'Arbocarto V2. Alors, je croyais que ça commençait par le petit film, comme les autres fois, ou non, c'est pas ça? C'est ça. On va le lancer D'accord. Voilà. immédiatement. Mais voilà, ben je vous laisse regarder le petit film qui a été préparé par les équipes du SCO, qui résume déjà pas mal le projet. Et après, il y avait voilà quelques compléments d'information sur plusieurs éléments que j'ai préparés. Donc, tout va bien. Merci. Le projet Arbocarto V2 est porté par le CIRAD, le CNES, Madame Demarquis-Marie et le ministère des Solidarités et de la Santé en partenariat avec les agences régionales de santé et des opérateurs publics de démoustication. Avec la mondialisation des échanges commerciaux et le réchauffement climatique, Aedes albopictus, communément appelé moustique tigre et originaire d'Asie du Sud-Est, s'est propagé en Europe ces dernières décennies. Ce moustique, ainsi que l'espèce tropicale Aedes aegypti, sont vectrices de plusieurs arboviroses, comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. Au vu du risque sanitaire de propagation de maladies vectorielles et des nuisances générées, le ministère français des Solidarités et de la Santé a souhaité financer le développement d'un démonstrateur, Arbocarto V1, permettant de modéliser spatialement la densité des moustiques à leurs différents stades de maturité. L'objectif est de faire ressortir les zones les plus à risque en termes de densité de moustiques pour orienter l'action publique, comme la sensibilisation des citoyens, la suppression des gîtes larvaires ou encore la surveillance. Le projet Arbocarto V2 permettra d'une part de transposer le démonstrateur en tant qu'outil opérationnel, en optimisant certaines fonctionnalités et en complétant les scénarios de lutte antivectorielle, et d'autre part, d'apporter un accompagnement aux autorités de santé pour la mise à jour des données environnementales à l'aide d'images satellitaires. Arbocarto V2 permet une cartographie prédictive des densités de population de moustiques adaptée au contexte épidémiologique local à partir de données météorologiques et de télédétection à haute et très haute résolution spatiale pour déterminer l'occupation des sols, tels que la végétation ou le type d'urbanisation. Ces prédictions peuvent être intégrées au serveur national du ministère des Solidarités et de la Santé pour être croisées avec les données épidémiologiques et entomologiques de terrain. Ainsi, les cartes produites par l'outil permettent de cibler en priorité les lieux où un risque d'abondance de moustiques est très élevé, afin d'orienter les actions de mobilisation sociale, de lutte antivectorielle et d'ajuster les actions des équipes terrain aux quartiers à risque. Arbocarto V2 pourra être utilisé par les acteurs de la santé sur tous les territoires déjà colonisés par les moustiques Aedes albopictus et Aedes aegypti en France métropolitaine et région d'outre-mer. Les tests concernant les mises à jour de données environnementales et la comparaison des modélisations produites à partir de divers jeux de données seront concentrés sur Montpellier et sa région, La Réunion et la Martinique. Depuis 2020, l'outil est diffusé à l'ensemble des agences régionales de la santé, en France métropolitaine et en Outre-mer, et aux opérateurs de démoustication qui le demandent. Le projet vise à fournir toutes les clés à des non-spécialistes de la géomatique et de la télédétection pour leur permettre de passer des marchés et sélectionner les offres les plus adaptées pour la création des données environnementales nécessaires à l'initialisation de l'outil. Les utilisateurs sont ainsi autonomes pour la production des cartographies. Grâce aux adaptations prévues d'Arbocarto V2, l'application pourra être utilisée quels que soient les contextes géographiques pour les deux espèces de moustiques Aedes aegypti et Aedes albopictus. Ainsi, les acteurs de la santé pourront prendre les actions nécessaires pour lutter contre la prolifération des moustiques. Le projet Arbocarto Hop. Du coup, fin de cette présentation vidéo. Annelise, on vous laisse la parole. Oui, très bien. Bon, on verra s'il y a des questions. Le petit film résume bien l'objectif de l'outil Arbocarto. Alors, ce qu'on nous avait demandé de préciser, c'était la donnée spatiale dans le projet. Donc, avant de vous parler de ça, j'ai rappelé un peu le fonctionnement de l'outil, enfin de l'application Arbocarto. Donc, c'est basé sur, du coup, vous voyez pas ma souris par contre, hein. Mais en gros, dans le rond vert, ce qu'il y a, c'est en gros le modèle de dynamique
dynamique de population de moustiques. Voilà, merci beaucoup. Qui est en fait basé sur le cycle de vie du moustique. C'est un modèle mécaniste qui décrit en fait les transitions qu'il va y avoir entre les différents stades de vie du moustique, d'œuf, larve, nymphe et puis adulte, en fonction des températures et des précipitations. Et c'est ce qui fait que le modèle est générique et peut être appliqué à différentes espèces et aussi à d'autres différentes zones géographiques. Donc ce modèle-là, il requiert différents paramètres entomologiques, mais qui sont déjà renseignés pour les deux espèces, comme on l'a dit. Et puis, pour le faire fonctionner, on a besoin de données environnementales de référence, c'est-à-dire un fichier géographique, le modèle va fonctionner au niveau de différentes parcelles, pour lequel on a des informations sur, en gros, la disponibilité des gîtes larvaires, donc les récipients remplis d'eau dans lesquels les femelles moustiques vont pouvoir pondre leurs œufs, etc. Donc ça, en vert, vous avez le modèle. Et puis l'application, en fait, elle permet de piloter le modèle. Et pour pouvoir lancer une simulation, on a besoin en entrée de données météo journalières, donc sur la température et puis la pluie. Et puis, éventuellement, l'utilisateur peut ajouter des données environnementales complémentaires, par exemple des informations sur ce qu'on a appelé des points noirs, donc des sites qui produisent beaucoup de gîtes larvaires pour les moustiques, comme par exemple des maisons abandonnées ou des terrasses avec de l'eau stagnante sur le toit, ou enfin voilà, tout point source de gîtes larvaires en plus. Et puis, dans Arbocarto, et ça va être davantage développé dans Arbocarto V2, l'utilisateur peut préciser les zones pour lesquelles il va mettre en place des actions de prévention, donc visant par exemple à réduire le nombre de gîtes larvaires. Voilà. Et en sortie du modèle, ce qu'on obtient, c'est le même fichier géographique de densité de moustiques qu'il y avait en entrée, sauf qu'en plus, dans la table attributaire, sont précisées les estimations du nombre d'œufs, de larves, de nymphes, de femelles moustiques adultes qui sont simulées par le modèle. Et donc, les formats de fichiers sont assez standards. C'est du shapefile pour pouvoir être intégré à tout système d'information géographique type QGIS ou ArcGIS, et aussi au format KML pour pouvoir être intégré, visualisé tout simplement avec Google Earth. Voilà, on a vérifié avec le ministère de la Santé que ces sorties sont aussi compatibles avec leur service d'information, leur système d'information. Voilà. Et donc, les données spatiales dans tout ça, donc il y a les données météo France dans le sens où on a besoin de la localisation des stations météorologiques, mais ensuite, quotidiennement, ce sont des fichiers CSV qui sont intégrés. L'imagerie satellitaire peut être utilisée pour définir le fichier environnemental de référence. Donc, on va avoir besoin d'informations sur l'occupation du sol pour pouvoir associer à différents types d'occupation du sol une certaine capacité de charge de l'environnement, c'est-à-dire un certain nombre de gîtes larvaires potentiels. On a aussi besoin de l'imagerie satellitaire pour identifier les zones de végétation. Voilà, donc globalement, c'est plutôt de l'imagerie optique qu'on a testée, type Spot 6-7 ou Pléiade. L'imagerie peut être aussi utilisée comme support à la numérisation, par exemple pour numériser des données environnementales complémentaires ou des zones d'action. L'utilisateur peut utiliser l'imagerie satellitaire comme support de numérisation, et bien sûr en fond de carte pour visualiser les résultats de la modélisation. Diapo suivante. Ah non, pardon, j'avais pas fini. Bon, et voilà. Et donc, en plus de l'imagerie spatiale à laquelle je pensais, il peut y avoir d'autres données complémentaires, soit fournies par l'utilisateur, par des données de terrain, par toute autre sorte de données. L'outil Arbocarto V2 doit permettre justement de faciliter cette intégration. Et là, c'est la diapo suivante. Alors, où en sommes-nous dans le projet? Alors, donc pour reprendre les différentes étapes, initialisation, définition de la solution, développement de la solution, intégration et test, puis déploiement, on est encore plutôt au développement, on va dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on a été labellisé lors de la première vague, l'accord de consortium finalement a été signé seulement en août dernier.
Donc, voilà, on a un peu de retard au démarrage, mais on a démarré. On a effectué un atelier utilisateur le 23 septembre dernier, donc en visio, où il y avait 14 personnes et surtout différents sites, Martinique, Mayotte, et puis différents sites de l'Hexagone. Donc, il y avait Montpellier, Grenoble et Bordeaux. Et donc, voilà, donc on est en train de concevoir une nouvelle maquette de l'interface un peu simplifiée et de définir le document de référence qui va nous servir pour le développement et les tests. Et on a déjà commencé ces développements puisqu'on a déjà implémenté les fonctions pour Aedes albopictus en milieu tropical. Donc là, ça y est, on a Arbocarto V2 qui fonctionne pour Aedes albopictus en milieu tempéré et Aedes albopictus en milieu tropical, et puis Aedes aegypti. Et on est aussi en train de mettre à plat en fait tous les jeux de données tests qui vont nous servir pour la V2. Sur l'avancement du projet, donc en gros nos différentes étapes, c'est de bien définir jusqu'où on allait sur cette version V2 en termes d'objectifs, notamment sur quelles étaient les différentes stratégies de contrôle qu'on allait implémenter. Voilà, donc pour ça, on avait besoin des retours des utilisateurs de la V1. C'est pour ça que ce premier atelier utilisateur était important. Voilà, donc mise à jour développement de la maquette et puis surtout de l'outil derrière. À la suite de ça, il va y avoir l'adaptation des supports utilisateurs parce que dans la V1, on avait déjà disséminé la V1 avec beaucoup de supports de formation, donc il faudra évidemment les actualiser, mettre à jour les données environnementales sur les différents sites. On s'était rendu compte que parfois le découpage qu'on avait proposé pour les différents sites n'était pas toujours opportun, donc on va aussi avoir un petit travail à faire là-dessus pour proposer des jeux de données plus adaptés. Et puis, alors, donc ça, ce sera début 2022. On fera des formations utilisateurs pour les différents sites en milieu de projet, de façon à pouvoir accompagner les utilisateurs dans leur prise en main de l'outil et non pas en fin de projet. Voilà. Donc, comme ça, il pourra y avoir un suivi de cette utilisation Arbocarto V2 au moment même du projet. Voilà. Et puis, si possible, puisque du coup, il y a eu pas mal de personnes connectées pour cet atelier, donc d'autres nous ont recontactés en disant on va mettre en place aussi des protocoles de capture de données entomologiques pour pouvoir valider les résultats de la modélisation. Donc ça va être aussi une phase intéressante qui va permettre de vraiment tester le modèle sur encore plus de sites que ce qui avait déjà été effectué. Diapo suivante. Voilà, donc quelques exemples de sorties, vous en avez vu déjà dans le film. Donc voilà, pour rappeler, on peut faire des sorties au format shapefile, voilà, donc à une date donnée, comme voilà ici sur Montpellier. On peut intégrer donc ces sorties au format shapefile dans le système d'information utilisé par le ministère de la Santé, donc le SILAV. Voilà, et donc ça permet de pouvoir croiser les prédictions du modèle sur les densités du moustique tigre. Là, c'est un exemple sur Bordeaux avec d'autres informations, donc comme par exemple les relevés entomologiques de terrain, voilà, d'autres informations qui sont faites, les traitements éventuellement. Et puis, il peut y avoir, alors là, il faut cliquer voilà, normalement juste sur la vidéo, il peut y avoir des sorties dynamiques. Donc là, par exemple, au format KML, sur plusieurs années, la simulation des densités de moustiques adultes, ça va un peu vite, par iris, où on voit ça en vert, c'est pendant l'hiver, peu de moustiques, et puis après, ça va augmenter durant l'été, puis rediminuer. Voilà, donc différents types de sorties que l'utilisateur peut choisir au moment de lancer les simulations. Diapo suivante. Alors pour finir, juste voilà quelques liens et connexions avec d'autres projets. Alors j'ai listé plusieurs projets. D'abord le projet Anisette qui est financé par le CNES dans le cadre du TOSCA, qui s'appelle Analyse Intersite, évaluation de la télédétection comme outil prédictif pour la surveillance et le contrôle de maladies causées par des moustiques. En fait, c'est un projet qui vise à comparer différents outils déjà opérationnels liés à l'utilisation de la télédétection pour
cartographie ou en tout cas la prédiction des zones et des périodes à risque de maladies causées par les moustiques. Et donc, un des outils, c'est Arbocarto V1. Donc, ce projet nous a permis déjà de tester la V1 sur différents sites et de la valider. Également aussi de travailler davantage l'intégration de la télédétection, puisqu'on a pu, dans le cadre de ce projet, développer une méthode d'estimation de la capacité de charge de l'environnement, donc cette fameuse variable qui nous permet d'estimer le nombre de gîtes larvaires pour chaque parcelle à partir d'images Pléiades à très haute résolution spatiale. Donc ça, c'était voilà, une connexion, un projet qui nous a permis d'alimenter cette version 2. Il y a d'autres projets sur lesquels je suis impliquée avec aussi d'autres partenaires et utilisateurs d'Arbocarto qui ont permis en fait de développer tout ce qui va, donc ce sont des projets de recherche mais qui vont alimenter Arbocarto V2 dans le sens où on a dans le cadre de ces projets travaillé sur la modélisation de l'impact de différentes méthodes de lutte comme l'autodissémination ou la technique de l'insecte stérile ou d'autres techniques de lutte. Donc là, ça nous a permis de développer les codes qui ensuite vont être implémentés dans Arbocarto. Donc ça, c'est des projets de recherche qui alimentent ce projet qui est plus opérationnel. Et puis, tout récemment, on a commencé à La Réunion une collaboration avec le laboratoire de l'atmosphère et des cyclones, le LACI, sur l'utilisation d'Arbocarto pour étudier l'impact du changement climatique dans la zone océan Indien. Donc, Météo France a développé pour la région océan Indien des scénarios de changement climatique régionaux. Donc, c'est le projet Brio qui a fait ça. Et du coup, ils étaient intéressés pour savoir quel serait l'impact du changement climatique sur la transmission de maladies vectorielles, sachant qu'il y a déjà la dengue à la Réunion. Et du coup, ils utilisent directement Arbocarto pour simuler voilà, cet impact-là. Donc, par rapport au SCO, je trouvais ça intéressant de le préciser. Voilà. Et enfin, il y a bien sûr des liens avec les centres d'expertise scientifique TEIA, donc avec les centres d'expertise sur l'occupation du sol comme OZO et puis sur l'urbain, et puis le centre d'expertise risques et maladies infectieuses, plutôt pour de la communication et la diffusion des résultats du projet. Voilà, je crois que j'ai fini pour les diapos. Je ne sais pas si les questions c'est maintenant ou à la fin des deux présentations. Merci Anis. On peut prendre un temps maintenant s'il y a déjà des questions, si elles sont déjà dans la tête des participants qui ont pu vous écouter. N'hésitez pas soit à lever la main, soit à prendre directement la parole. Et puis, je vois qu'il y a mes collègues, donc il y a Mathieu Casté qui développe Arbocarto, qui est là, et Albert Godal aussi du ministère de la Santé. Donc, si j'ai oublié des choses et que vous voulez préciser, n'hésitez pas. On reviendra de toute façon sur un temps à une question de Richard. Ouais, nous aussi, on a une question. Oui, voilà, j'avais un peu de mal avec mon micro, Albert Godal. Bonjour. Très bien. Oui, c'est bon. Bonjour messieurs, bonjour madame, merci pour cette présentation. C'est un projet très fascinant et je comprends mieux l'intérêt du CNES et de Space Climate Collaboratory et l'objectif d'Arbocarto, c'est fantastique. Je suis scientifique dans un département d'études en électronique à l'Estia, au Pays Basque. Je travaille sur une approche on va dire holistique pour aider les campagnes de lutte contre le frelon asiatique. Bon, c'est un autre domaine, mais il n'y a pas vraiment d'impact épidémiologique, donc évidemment, pour l'instant avéré, donc il n'y a pas de corrélation. Néanmoins, j'ai une question qui concerne le fait que les apiculteurs de ma région remontaient souvent des problématiques sur les interventions dans les campagnes de désinsectisation par voie aérienne, notamment des épandages. Et la question elle revient un peu de façon globale, c'est comment, on va dire, qui décide en fait d'une intervention de désinsectisation aérienne. C'est très pragmatique. Est-ce que votre outil peut aider dans les campagnes d'anticipation sur le fait qu'il y a dans ce que vous estimez les sites larvaires, des gîtes larvaires à identifier comme étant, voilà, comme étant en anticipation avec votre outil, un outil qui pourrait servir de déclenchement dans un système d'alerte pour être informé, notamment in fine, des dates d'intervention décidées par
je ne sais pas si c'est quel département intervient dans justement le choix de faire intervenir dans des grandes zones de désinsectisation, notamment par voie aérienne, sur le moustique, puisque il y a des impacts indirects, notamment sur les abeilles. Alors, je sais que c'est un sujet un peu sensible, mais néanmoins, dans la continuité d'un projet très pragmatique sur le terrain, est-ce que vos outils permettent d'aller jusqu'à aider les acteurs publics dans le choix des zones et notamment pourrait devenir un outil d'alerte et donc par anticipation mettre en place un système au ministère pour être un peu plus en éveil sur les actions des acteurs de terrain à ce niveau-là. Ouais. Merci beaucoup pour votre question. Alors, juste pour préciser, je suis pas entomologiste. Je travaille avec des entomologistes, mais voilà, les insectes ne sont pas ma spécialité. Moi, c'est plutôt vraiment la télédétection et la modélisation. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs années que je travaille sur ces sujets, donc à force, je commence à bien parler des moustiques, mais voilà, c'est pas ma spécialité. Et par contre, sur les autres espèces, je peux à peu près rien dire. Je peux vous parler de l'expérience que j'ai. Donc, j'étais basée à La Réunion en fait les 6 dernières années où j'ai beaucoup travaillé avec l'Agence régionale de santé qui utilise l'outil Arbocarto pour orienter ses actions. Donc, ça, je peux vous en parler. Du coup, effectivement, ils utilisent ces cartes qui sont issues de simulations de modélisation pour cibler leurs actions. Mais par contre, ça s'insère avec plein d'autres sources d'informations. C'est-à-dire que pour la lutte contre le moustique tigre, donc qui est responsable des épidémies de dengue, en gros, il y a 2 cas de figure. Soit il y a eu des cas de dengue et donc là, c'est très cadré, leurs interventions. Albert Godal pourra confirmer. C'est en gros, c'est de la lutte intégrée, c'est-à-dire qu'ils vont passer autour, dans un périmètre donné et bien fixé autour de ces cas de dengue, passer dans les maisons, faire de la prévention, donc rappeler les bons gestes. Et puis, il y a des pulvérisations d'insecticides contre les adultes, mais c'est pas des épandages aériens. C'est vraiment, c'est très ciblé. D'accord. Et ils croisent ça, alors c'est ça que c'est très intéressant, avec leur système d'information où justement il y a les ruches, il y a les bassins à poissons. Enfin, en gros, ça leur fait un système d'information géographique où ils couplent l'information. On leur dit là il y a beaucoup de moustiques, mais c'est aussi avec plein d'informations sur voilà, est-ce qu'il y a aussi des zones sensibles comme notamment des ruches, voilà, à La Réunion il y a beaucoup de tortues. Enfin voilà, des animaux sans froid qui en gros faut pas envoyer de l'insecticide parce que ça peut poser des problèmes et c'est aussi des questions d'acceptabilité des populations sur ces interventions quand on fait ça. Donc, ils utilisent les sorties Arbocarto pour vraiment coupler ça avec plein d'informations spatiales différentes et pour orienter leurs actions. Et donc ça, c'est déjà en routine depuis longtemps et ça marche plutôt bien. Et c'est à la suite un peu de cette expérience à La Réunion que le ministère de la Santé a décidé d'encourager le déploiement d'Arbocarto dans d'autres zones où ils sont un peu moins avancés dans l'utilisation. Mais à terme, oui, c'est ça, c'est fournir un outil pour les utilisateurs où ils puissent eux-mêmes lancer leur simulation et ensuite le coupler avec d'autres informations, donc notamment voilà, s'il y a des ruches, etc. Mais ça doit être à disposition des acteurs pour que ils puissent faire leur propre carte et c'est vraiment très concrètement pour guider leurs différentes actions. Merci beaucoup Anne-Lise. On a encore 3 questions qui ont été posées, on va essayer d'y répondre. Je donne la parole donc côté Frédéric Bretard et de la délégation marocaine. Je crois qu'il y avait une question. Allez-y. Le micro est ouvert, vous pouvez y aller. Est-ce que vous nous voyez, vous nous entendez? Très bien. Oui. Ok, bonjour tout le monde. Je suis Ahmed El Raji, je suis du Centre royal de télédétection spatiale. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je pense que vous êtes en train de faire des choses assez intéressantes. Ma question, ça va un peu dans le même sens de l'alerte par rapport à ce qui vient d'être soulevé par votre collègue. Si j'ai bien compris, certainement j'ai raté quelques passages, mais si j'ai bien compris, là vous utilisez une série d'indicateurs pour pouvoir un peu simuler la situation actuelle, on va dire, de l'état de développement de ces moustiques. Mais est-ce que votre modèle peut intégrer, par exemple, des données historiques
sur c'est pas le développement de ces moustiques depuis l'état larvaire à l'état adulte, ce qui, bien sûr, pourra permettre aussi de se prononcer sur la partie prévision et aussi produire des bulletins d'alerte. Merci. Oui. Oui, exactement. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen de remonter dans les diapos pour voir le petit schéma. Encore, c'était avant, c'était sur la première, je crois. Ouais, voilà, ici. En fait, c'est bien un modèle mécanique qui est basé sur le cycle de vie du moustique. Donc, on simule le nombre d'œufs, de larves, de nymphes et ensuite d'adultes. Alors, les autres cases jaunes, là, c'est adultes émergents, adultes nullipares ou pares. Donc, c'est à savoir si les femelles ont déjà pondu ou pas encore et si elles sont en recherche d'hôtes, donc de repas sanguins, en recherche de sites de ponte ou au repos. Donc, en fait, tous ces différents compartiments, le modèle, donc c'est un système d'équation différentielle ordinaire, hein, tout simple. Et en fait, ça permet d'estimer le nombre d'individus dans chacun de ces compartiments. Donc, dans les sorties pour les utilisateurs, ils nous ont déjà spécifié quelles étaient les sorties les plus intéressantes pour eux, c'est-à-dire, je crois, les œufs, les larves, et puis surtout les adultes, soit en recherche d'hôtes, soit les adultes totaux, le total d'adultes. Et par contre, effectivement, le modèle, il est prédictif dans le sens où si on prédit le nombre de larves de cette semaine, en gros, c'est les adultes de la semaine prochaine. Mais on n'utilise pas les prévisions de Météo France pour faire des prévisions de la suite. Donc, il est prédictif dans le sens où on a voilà, plutôt les stades aquatiques qui sont les futurs moustiques présents dans l'environnement de la semaine suivante. Alors, on va se donner encore 1 ou 2 minutes maximum là, pour répondre aux 2 dernières questions. J'espère que ça a répondu à la question voilà, sur le côté historique un peu. Enfin... Donc, mais merci Anne-Lise. Albert Godal avait une question également. En fait, ce n'était pas une question, c'était un complément. D'accord. Merci de me passer la parole. Bon, très clairement, nous, au niveau du ministère de la Santé, on soutient et on participe donc pour ce développement, pour ce projet qui est très important pour nous, parce qu'effectivement, part importante de la lutte antivectorielle, c'est le prévisionnel, c'est de connaître les endroits où il y a des multiplications de moustiques et de pouvoir lutter contre. Donc, je voulais tout de suite réagir par rapport à la question. Excusez-moi, j'ai oublié votre nom, j'ai pas noté votre nom, mais de notre spécialiste sur les frelons, pour dire qu'il faut surtout pas imaginer que Arbocarto est destiné à diriger des opérations de traitement adulticide. Bien au contraire, c'est justement pour pouvoir en faire moins. C'est-à-dire que si on peut, par des actions de mobilisation sociale, mener les actions qui sont des actions de suppression des gîtes ou pour les gîtes insuppressibles de traitement larvicide, on n'aura pas effectivement à faire de traitement adulticide avec des produits qui sont à la fois dangereux dans certaines circonstances pour des humains ou pour des abeilles. Donc, on va plutôt dans le sens opposé au traitement grâce à cet outil. Anticipation, d'accord. Merci beaucoup pour ça. Merci, monsieur. Je vais me faire le relais de la question de Frédéric Roquet qui demande est-ce que les données qui sont utilisées dans le cadre d'Arbocarto sont uniquement des données images satellites de haute résolution ou s'il y a d'autres informations qui sont croisées pour réaliser toute cette analyse et tout ce schéma d'alerte? Alors, le plus important, c'est d'avoir les données météo, parce que c'est vraiment ça qui fait le côté dynamique. Et c'est des données environnementales de référence qui caractérisent pour différentes parcelles. Alors, ça peut être des îlots IRIS, les îlots regroupés pour l'information statistique fournie par l'INSEE. Donc, en gros, pour ceux qui connaissent, c'est voilà, en centre-ville, ça correspond assez bien à différents quartiers d'une ville. Soit, des fois, ça devient trop gros, donc il faut réfléchir à un découpage peut-être un peu plus fin. Mais en tout cas, il faut que pour ces différentes parcelles, on ait une estimation du nombre de gîtes larvaires disponibles. Et donc, pour ça, on utilise des indicateurs indirects qui sont liés à l'occupation du sol, par exemple, ou à la végétation. Mais le mieux, et c'est ce qu'ils font à La Réunion, c'est d'avoir des données de terrain. Donc, c'est d'avoir un découpage qui corresponde
aux zones d'action des agences régionales de santé, par exemple. Donc, un découpage au quartier, enfin, le découpage qui leur va bien pour guider leurs actions, en fait. Et, si possible, des observations de terrain pour lesquelles ils peuvent passer dans les maisons, compter le nombre de gîtes, etc. Ça, c'est la cartographie la plus fine qu'on peut avoir. La télédétection, elle est en appui quand on n'a pas cette donnée terrain. Et là, effectivement, on a développé des méthodes statistiques pour avoir une estimation du nombre de gîtes larvaires. Et pour ça, on se repose principalement sur l'occupation du sol, sur la texture, sur des indices de végétation pour pouvoir prédire le nombre de gîtes larvaires disponibles. Voilà. Et du coup, comme c'est quand même des échelles assez fines, hein, c'est vraiment des outils qui sont faits pour fonctionner à une échelle locale, c'est plutôt des données à très haute résolution spatiale. Merci beaucoup.